rencontre dédicace avec Éric Sago. Bonjour. Donc, dessinateur de la bande dessinée Paco les Mains Rouges. Merci aux formes des livres qui organisent cette rencontre, cette interview. Donc on va démarrer dans quelques minutes. Puis ensuite, tu pourras dédicacer et puis aussi montrer d'ailleurs ton travail. Voilà. C'est quelques planches, des recherches, des planches, des crayonnés. Et si les gens veulent des dessins sur mon album Paco les Mains Rouges, je suis disponible. Eh bien, écoute, on va démarrer, mais juste avant de te poser les premières questions, je voudrais juste parler de cet album que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, qui est totalement enthousiasmant. Pourquoi? Parce qu'il allie à la fois un dessin, je ne sais pas comment tu vas le qualifier tout à l'heure, on peut dire un dessin symbolique, très narratif, avec un scénario donc de Vellman qui est très fort, parfois presque violent. Et du coup, ce mariage étonnant, et vraiment détonnant d'ailleurs, est vraiment pour un résultat qui est vraiment enthousiasmant. Moi, c'est le mot qui me vient. Et je dirais ça justifie tout à fait que la bande dessinée soit 9e art. C'est-à-dire dans le sens, si on tournait cette histoire en film, ce serait très différent. Il y aurait certainement un côté très dur, très glauque. Et là, ce mariage entre le scénario et le dessin est exceptionnel. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ben, merci, j'apprécie. Alors écoute, Eric, on va d'abord commencer un petit peu par le départ, c'est parler de ton dessin. Au départ, tu es un dessinateur, ce qu'on appelle de gros nez, quoi. Tu es un dessinateur qui fait de la bande dessinée dite humoristique. Complètement, oui. Avant de faire Paco, j'ai fait 2 albums animaliers, avec des animaux à gros nez, et une longue série de strips pour le journal Ouest France. Donc mon école, ma culture, c'est du gros nez. Mais pour Paco, j'ai travaillé un dessin nouveau. C'est que je ne pouvais pas me permettre de faire du gros nez et des personnages gaguesques pour ce genre d'histoire, quoi. Comme c'est le bagne, l'histoire du bagne dans les années 30 en Guyane, il fallait un dessin beaucoup plus réaliste. Alors je ne suis pas un dessinateur réaliste, quoi. J'ai inventé mon propre style de dessin tout au long de l'album. Donc j'ai découvert ce style de dessin pendant que je faisais cette BD. D'accord. Alors justement, parlons de la genèse de cet album. Au départ, donc, tu travailles avec Vellman, donc, qui est le scénariste, mais au départ de cette histoire, c'est toi qui as eu l'idée d'utiliser le bagne. Voilà. En 1990, je suis allé 3 fois de suite en Guyane. J'ai eu la chance d'aller sur les îles du Salut où il y avait le bagne. Il y avait aussi des bagnes sur le sol guyanais. Et quand j'ai vu les ruines sur l'île Royale et l'île Saint-Joseph, mon copain avec qui j'étais sur les îles m'a expliqué qu'il y avait des bannières, des milliers de bannières étaient passées dans ces ruines. Alors ruines fabuleuses aujourd'hui parce qu'elles sont mangées par la végétation. Mais quand j'ai su qu'il y avait des milliers d'hommes qui étaient passés par là, pour moi ça représentait des milliers d'histoires différentes, des gens qui avaient souffert, qui étaient là pour des crimes. Et puis je me suis renseigné assez rapidement en trouvant des bouquins à droite à gauche, et c'était difficile à l'époque, de trouver des bouquins comme Papillon ou l'affaire Seznec. Et je me suis pris de passion pour l'histoire du bagne. Donc depuis 24 ans, je cherche des livres en librairie, en grenier, au plus, qui touchent, qui parlent du bagne en Guyane. Il y a quelques années, j'ai rencontré Fabien Vellman pour un anniversaire, une fête toute bête, très sympathique. Et je lui ai demandé s'il voulait travailler sur le sujet, écrire une belle histoire sur le bagne. Et Fabien ne connaissait rien sur la Guyane et sur le bagne. Alors je lui ai passé plusieurs kilos de bouquins qu'il a ramené à Paris. Et au bout de quelques mois, il m'a dit ok, le sujet m'intéresse beaucoup, j'écris une histoire. Et en 3 mois, il a écrit l'histoire et c'était fabuleux. Vous travaillez de façon traditionnelle, c'est-à-dire qu'il continue, donc il t'envoie des pages de scénario, vous en discutez ensuite, tu attaques directement le découpage, comment ça se passe? On en a parlé avant que le scénario soit entièrement écrit. Fabien m'a lancé des pistes en me disant voilà, je vais raconter une histoire d'amour entre 2 bannières. Moi ça m'a fait un peu peur,
je ne voyais pas comment les scènes, j'étais un peu embêté. C'est une histoire homosexuelle et je ne savais pas du tout comment représenter ça. Et connaissant un couple homosexuel, proche de moi, je me suis dit, mais c'est pas que du sexe, c'est aussi beaucoup d'amour. Donc ça m'a rassuré que je pouvais travailler sur le sujet en étant à l'aise. Fabien a donc m'a posé les questions si je voulais qu'on aille dans telle ou telle direction. Ensuite, il a écrit l'histoire entièrement et j'ai reçu par internet 92 pages entièrement terminées. Et j'ai tout lu d'un coup et j'ai trouvé que c'était magnifique. Magnifique. Je me suis enfermé dans mon atelier et j'ai lu à la suite donc ces 92 pages. Ces 92 pages, j'en ai fait, il a fallu faire un début, entamer l'histoire pour séduire des éditeurs. On a envoyé, donc au bout, j'ai dessiné 3 pages, Fabien a écrit un synopsis, on a envoyé notre travail aux éditions d'Argo, aux éditions Sarbacane et à Futuropolis. Et les 3 ont dit ok, on prend le projet, ça nous intéresse. On est allé à Paris, donc Fabien était parisien à l'époque. Je suis allé rejoindre Fabien à Paris et on a eu sur 2 jours les 3 rendez-vous et on a choisi les éditions d'Argo pour plein de raisons. Mais c'est une demande, à la base, c'est une demande, ma demande envers Fabien, je voulais travailler avec lui et j'ai aucun regret, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait, cette belle histoire qu'il a écrite pour moi, c'est un magnifique cadeau et j'ai voulu lui renvoyer le cadeau en lui faisant un cadeau également. En décidant une belle histoire, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose fait à 2, quoi. Alors, du point de vue de ta technique de dessin, je crois que tu restes, je dirais, dans la veine traditionnelle. Tu passes pas par ordinateur, tu continues à utiliser du vrai papier, des vrais crayons. Oui, je travaille entièrement à la main et je fais mon ancrage sur une table lumineuse, sur un papier aquarelle, avec des feutres qui ne bougent pas à l'eau, et mes couleurs sont faites au pinceau avec de l'écoline. C'est une vieille méthode, parce que je suis absolument... je suis une buse en ordinateur, je ne sais pas m'occuper, je ne sais pas travailler sur ordinateur. Bah, tant pis. Je travaille à la vieille méthode et j'ai amené mes planches ici. Ce qui fait que mon travail est terminé. Quand je l'amène à l'éditeur, il est terminé. Il faut juste nettoyer peut-être un coup de cutter autour d'une case, mais quand les planches sont chez moi, l'histoire est faite à la couleur, il n'y a plus rien à faire dessus, quoi. Il n'y a même pas de faute d'orthographe parce que j'évite d'en faire, mais il n'y a plus rien à retoucher, quoi. Voilà. Et notamment, tu parlais de tes couleurs, donc tu as fait aussi un choix de couleurs, ce qu'on appelle les couleurs sépia. Voilà. C'est un choix parce que j'avais découvert, j'ai acheté chez un vieux marchand de papier des magazines détectives des années 30. Et donc c'est en couleur sépia. J'aurais pu faire cette bande dessinée de toutes les couleurs, mais peut-être ça aurait pu être lassant et très long. J'ai choisi les couleurs sépia. Je voulais faire oublier les lecteurs que c'était en couleur sépia. Peut-être que ça marche. Je voulais que ce soit en gris au début, et j'ai pris ces couleurs sépia pour que ce soit doux, pour adoucir l'histoire qui est quand même violente, et qu'on oublie carrément quelle couleur, qu'on oublie les couleurs, quoi. Pour moi, c'était très reposant de travailler comme ça, au pinceau, avec des tons marrons. Je vais sortir une planche, un original. Je vais faire passer au public. Voilà. Et donc, c'est un papier aquarelle qui prend très bien ces couleurs. Et puis il faut du temps, il faut prendre son temps pour faire ça, pour que ça sèche. C'est rehausser le crayon noir aussi. Voilà, Alors, la particularité de ces planches, c'est que, entre guillemets, si tu te vautres sur la couleur, oui, sur une case, faut que je recommence la case. Voilà. Je ne peux pas appuyer sur un bouton et dessus, c'est ça? Voilà, oui. Je peux pas, non. Il faut que je fasse comme au dos de la planche. Madame, vous avez une planche. Derrière, il y a ce qu'on appelle une fenêtre ou une rustine. C'est quand je rate ma case, je donne un coup de cutter autour et puis je colle une nouvelle case et je refais ma case, voilà. Et ça ne se voit pas à l'imprimerie puisque au studio d'Argo à Paris, il y a quelqu'un qui s'occupe de mon travail et qui nettoie les petites imperfections de l'histoire. Donc les coups de cutter, traces de doigts sur la ligne. Voilà. J'ai d'autres pages si vous voulez.
Tout à l'heure, tu nous parlais des thèmes abordés. En effet, l'histoire d'amour, au bagne, l'homosexualité, le viol. Mais c'est quand même, vous abordez là je dirais, des thèmes quand même qui sont graves, quoi. Et ouais, ça vous a effrayé, ça t'a effrayé un petit peu au départ. Tu nous en parlais tout à l'heure. Ouais, au début, tu t'es interrogé sur la façon de montrer tout ça, ou de ne pas le montrer. Surtout de ne pas le montrer. J'avais peur de montrer des scènes d'amour entre deux bagnards. Ça m'embêtait un peu de dessiner ça. Et puis, il y a plein de façons de suggérer, de ne pas montrer, mais de montrer en même temps. De montrer la violence, parce que la vie au bagne était extrêmement violente. Hein. Imaginez, 70 000 hommes sont passés, ont quitté le sol français, la métropole, pour s'installer malgré en Guyane et revivre, vivre sur 3 îles, sur 2 îles ou sur le sol guyanais, et vivre entre eux, gardés par des gardiens assez mauvais, et refaire une vie en Guyane, donc avec ses codes, avec sa violence, avec ses chefs, avec ses faibles. Donc il fallait montrer tout ça, parce que c'est extrêmement vrai, quoi. La vie d'un bagnard ne valait rien, et était extrêmement courte. 5 ans, ouais, ça durait 5 ans. Tu le dis dans l'album. Voilà. Vous pouvez mourir de maladie, de violence, de brimade, de dépression. Voilà. Mais je tenais absolument à ce que tout ça soit raconté dans l'histoire, sans que moi je mette de la violence dans le dessin. Je préférais avoir la violence dans le scénario, et je n'irais pas atténuer avec le dessin, parce que je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que avec mon style de dessin qui est un peu sage, un peu naïf, on pouvait quand même montrer la violence, quoi. Vu qu'elle était très présente. Oui, c'est vraiment l'équilibre entre les deux, et justement, vraiment, fait que je pense qu'on peut lire le récit sans être effrayé, sans être, voilà, quoi. Sans être choqué, non, je pense pas, ouais. Mais à la fois, c'est très parlant. Enfin, il y a des scènes touchantes, quoi, entre bagnards, notamment, quand ton personnage, donc Paco, le personnage principal, comprend un certain nombre de choses par rapport à son ami, comment il s'appelle, Armand, dit la bousille, voilà, c'est ça. Voilà, pour raconter, c'est un jeune instituteur qui part en Guyane pour la perpétuité, pour un meurtre qu'il a commis. Donc la perpétuité, c'est-à-dire plus jamais il retrouvera le sol français. Et tout le monde le lâche, toute sa famille, sa fiancée, il se retrouve lâché par tout le monde. Et donc il va tomber, malgré lui, amoureux d'un autre bagnard, et il ne va pas comprendre, ça va lui faire plus drôle. Ce bagnard va le protéger. Alors, je ne raconterai pas trop de choses dessus. Mais il va tomber amoureux d'un bagnard, et donc ça va lui faire plus drôle. Et dans ce monde très très dur, parce que le plus faible était la proie des caïds et des prédateurs, et bien d'eux, ils vont se protéger tout au long de leur vie en Guyane. Voilà. Donc ça, c'est un fait aussi. 75% des bagnards vivaient en couple. Ils avaient des relations homosexuelles, parce qu'il n'y avait plus de femmes du tout, et donc il fallait aussi ne pas devenir fou, donc ils avaient de la tendresse et une vie sexuelle pour ne pas péter le plomb, quoi. Alors, ce bagne, donc tu l'as découvert parce que tu as fait plusieurs voyages en Guyane. Donne-nous un peu tes impressions quand tu as découvert et puis quand tu es retourné, je crois assez récemment d'ailleurs. Donc raconte-nous tout. Bon. J'ai découvert les premiers vestiges du bagne sur l'île Royale. L'île Royale et l'île Saint-Joseph. En face de Kourou, à 13 km, il y a 3 îles. Il y a qu'on appelle des îles du Salut. C'est des îles qui ont été utilisées au XVIIe siècle et qui ont sauvé la vie des colons français qui se trouvaient en Guyane. On les appelle les îles du Salut parce qu'elles les ont sauvés du palu, des grosses maladies de moustiques. Donc en face de Kourou, il y a 3 îles. Il y a l'île du Diable sur laquelle est resté Dreyfus pendant 5 ans. C'est l'île du Diable, c'est là qu'on envoyait les déportés politiques. Que les déportés politiques. C'est une île que j'ai vue il y a peu de temps, qui est inaccessible, qui est difficilement accessible en bateau. À côté de l'île du Diable, il y a l'île Royale, où il y a une infirmerie, un hôpital, des baraquements de bagnards.
Et à côté de l'île Royale, il y a l'île Saint-Joseph qui était le bagne du bagne. C'est là qu'on envoyait les plus méchants, les plus fortes têtes, et c'était impossible de s'évader à l'époque. Il y avait des requins autour des îles. Il y a eu de nombreuses tentatives d'évasion, et quand même quelques-unes ont réussi. Alors, quand j'ai vu en vrai, en accident, je suis allé en bateau à voile de Kourou à l'île Saint-Joseph, j'ai vu une île merveilleuse avec des palmiers, une végétation magnifique, et il y avait aussi sur cette île 3 couples de haras colorés. Donc déjà c'est merveilleux, puis la mer autour, magnifique. Mais savoir qu'il y a des vestiges qui sont quand même impressionnants, comme à Angkor Wat au Cambodge, je trouve ça fascinant. Mais quand on m'a raconté que c'était des endroits pour mourir pour les hommes, ça m'a donné une autre impression. Voilà ma première approche du bagne. Une autre approche, c'est les briques que j'ai vues en vrai sur les murs avec AP. Toutes les briques de Guyane ont la lettre AP gravée dessus. Administration pénitentiaire. Et c'était obligatoire de le faire. Mais AP, c'est également les initiales de Armand et Paco aussi. Tous ces vidéos, voilà, c'est un peu fait exprès. Ce qui m'a impressionné, c'est ma première approche au bagne vraiment, c'est d'avoir vu des longs filaments végétaux traverser des cellules de prisonniers, quoi. Et puis j'avais vu Papillon, et de voir en vrai l'endroit où était enfermé Papillon, c'était vraiment impressionnant, quoi. Après j'ai été omnibulé par le bagne un peu longtemps, ça fait 24 ans que je ne pense pas qu'à ça, mais que je voue beaucoup de mon dessin à la Guyane. Donc en faisant des paysages, ou cette bande dessinée qui est très longue et très méticuleuse, parce que j'ai mis du temps. Donc voilà, pour répondre à ta question, ma première approche du bagne a été déterminante dans ma vie, parce que bon, je voyage beaucoup aussi, et je m'intéresse à plein de choses ailleurs, en Inde, au Sri Lanka, au Canada, tout ça, je pars. Mais là, point de vue paysage et histoire, je donne encore beaucoup de mon dessin dessus, jusqu'à la fin du 2e tome. Alors justement, ce 2e tome, tu le laisses dans le premier qui est vraiment, qui se boucle bien, je veux dire. Mais bien entendu, on attend le 2e. C'est un détective, donc on attend de voir ce que va devenir ce personnage principal auquel on s'est attaché, Paco. Donc, alors, le 2e tome, tu en es où? 2e tome, je suis sur le premier tiers de l'histoire. Je prends mon temps, mais il faut que j'aille beaucoup plus vite. Là, j'ai bien compris avec l'éditeur et le scénariste, et puis quelques copains qui me posent la question. Je vais plus vite là. Alors, j'ai pris une habitude de faire mes crayonnés, faire mon découpage, faire mon ancrage. J'ai pris beaucoup de retard, mais tranquillement, je rattrape mon retard. Fabien m'avait dit que faire cette bande dessinée, c'était faire un tour du monde à la voile en solitaire. C'est très très long. Fabien travaille avec d'autres dessinateurs, notamment Yoann qui fait Spirou. Et il me disait que d'habitude ce sont des régates. Voilà, une course assez courte. Et là c'est un boulot. J'ai eu l'impression d'avoir fait une traversée à la voile très longue, parce que c'est être soi-même tout seul dans son atelier avec son propre travail. De temps en temps, je pouvais voir Fabien par internet, où je scannais mon travail et je lui envoyais quand il habitait Paris. Ça me rassure. Parce que sinon, je suis tout seul avec mon boulot, avec d'énormes doutes, en me disant c'est nul, c'est mal fait, c'est nul. Et puis lui me pique mes planches, ils embarquent chez lui et il m'empêche de le foutre. Tu es donc très minutieux, très exigeant par rapport à ton travail. Ouais, un peu trop, parce que c'est grand dame de certaines personnes autour de moi qui ne comprennent pas, mais j'apprends à lâcher prise en me disant c'est pas grave, c'est quand même bien fait, quoi. Mais des fois je vois des choses, personne ne me voit en me disant mais je vais recommencer mon travail, et puis c'est un temps fou, quoi. Ouais. J'apprends là, c'est l'objectif de ne plus prendre la tête, de bien faire mon boulot, d'être exigeant, mais de pas être fou comme sur le premier album. J'avoue, j'étais fou sur l'exigence. À la fois le résultat est là, hein, mais le lecteur lui prend les choses comme ça. Il ne connaît pas les affres de la création. Ouais. Donc, alors, ce 2e album, tu as fait un tiers, donc en gros, on peut espérer lire la suite. Début 2016, j'espère. Hein, début 2016. Tout court. Je peux juste dire que ça se passe sur les îles du Salut. Voilà. Et c'est en face de Kourou, sur les îles du Salut.
Je suis très content de dessiner ces îles parce que c'est aussi rendre personnellement, j'ai tellement aimé la Guyane, j'y suis allé 5 fois, que je voulais montrer comment j'aimais la Guyane. Et je traite la Guyane, ça c'est quelqu'un qui m'a dit ça en dédicace une fois, comme un personnage. Et je ne m'en étais pas rendu compte, mais je croyais que cette personne avait raison. Je parle de la Guyane comme si c'était un personnage, une vraie personne dans cette bande dessinée. J'ai beaucoup de respect pour la végétation qui est en Guyane, mon respect. J'ai dessiné le bonheur que j'ai eu de voir la Guyane en vrai. J'ai eu la chance d'aller en forêt, de dormir en forêt, de voir en vrai la jungle. Eh bien, c'était tellement merveilleux, je demandais à Fabien d'inclure la Guyane, même le paysage, la chaleur, le soleil, l'eau, comme les personnages de bande dessinée. Je voulais qu'elles soient très présentes. Et que les bagnards soient dans un endroit merveilleux. Ils s'en rendaient compte sur place, mais c'était une prison aussi. C'était une prison végétale. Mais moi, j'ai eu la chance d'y être en vrai et j'ai voulu rendre hommage à ce bel endroit. Donc c'est un vrai bonheur quand je peux, quand Fabien me met dans le scénario, ici, plan de végétation. Je suis très heureux de dessiner des palmiers, la forêt, l'eau. Je l'inclus complètement dans l'histoire, sans que ça perturbe, mais c'est le suivi même de l'histoire. Voilà. Donc tu as l'amour pour le lieu et tu as aussi l'amour pour le personnage principal, Paco. Je crois qu'il était très proche. Ou toi, tu es très proche de Paco? Bah ouais, je me sens très proche du personnage parce que Paco quitte la France pour aller parler en Guyane, donc il quitte sa fiancée, sa famille, en sachant qu'il n'y reviendra pas. Et quand j'ai dessiné Paco, j'ai une maladie, j'ai eu une tumeur et également j'étais à l'hôpital et j'ai eu très peur aussi de quitter. Voilà, on m'avait pronostiqué un cancer et puis j'ai eu très peur. Donc, pendant un an, j'ai pas pu travailler sur mon album, mais je me suis retrouvé un peu comme Paco, être effrayé de partir, de quitter les miens. Donc j'ai été opéré, tout va bien, et j'ai fini mon album. Mais pendant un an, avec les examens, l'hôpital et tout, je ne pouvais rien faire. Mais je me suis retrouvé dans des liens avec Paco, de peur très très forte, de tout quitter, de partir vers l'inconnu. Et après j'ai fini cet album avec bonheur et ça m'a rattrapé, ça m'a finir Paco jusqu'au mot fin et d'avoir cet album quand il est sorti, je l'ai eu en vrai, c'est-à-dire qu'il existait, et d'avoir concrètement, c'était un moment extraordinaire, quoi. Ça montrait que ma maladie était terminée et que tout allait bien. Je vais juste lire une critique que j'ai pu lire sur un site de critique de bande dessinée. Et c'est une personne qui écrit qui s'appelle The Dude. The Dude. D'accord. C'est son nom. C'est sur bdtech.com. Donc voilà ce qu'il disait. Attention, chef-d'œuvre. Vraiment une BD à couper le souffle. On visite le bagne et son univers impitoyable. Le personnage est complexe et plein d'humanité à la fois. Et c'est en lisant ce genre de bande dessinée qu'on se dit que la bande dessinée est vraiment un 9e art. Donc ça résume vraiment bien. Voilà. Ah, c'est pas gentil. Non, j'apprécie tous les compliments qu'il y a eu sur ce travail. J'allais les lire quand Paco est sorti. J'allais lire tout ça. J'étais super heureux de voir le nombre d'articles sur cet album. Là, j'y vais pas ces temps-ci parce que je trouve que je perturbe un peu ça. Beaucoup de gens parlent du tome 2 maintenant, et donc pour plus être embêté, je vais plus voir du tout. Si c'est écrit, ça existe, hop, les critiques existent, donc, et très positives, mais je ne vais plus les voir, ça me gêne un peu, mais ce que dit la personne, bien sûr que ça fait plaisir, mais il faut surtout que je me concentre sur la suite du travail, parce que déjà c'est le plaisir de dessiner, le plaisir de travailler avec Fabien. Également, si j'ai pas dit, mais comme c'est Fabien qui a écrit l'histoire, bon, elle est de qualité, mais j'oublie que c'est Fabien, c'est Paco qui parle, ce n'est plus le scénariste. C'est que j'ai oublié que c'est Fabien Wellman. C'est bon, l'histoire elle est écrite, le scénario est écrit. Maintenant, je m'occupe plus de Fabien, je le vois de temps en temps, on mange ensemble, on peut faire la fête, on se voit régulièrement, mais quand je suis sur ma table à dessin, c'est Paco qui me parle, c'est Paco qui raconte sa vie de bagnard. Ce n'est plus le scénariste. Donc c'est
je trouve que c'est la réussite du scénario, publier qui l'a fait, et j'ai pas, c'est mon personnage là, qui vit avec moi maintenant. Et donc c'est comme ça que je me sens le plus en phase pour travailler avec lui, quoi. En fait, j'ai posé une dernière question. On va élargir un petit peu au métier de dessinateur, de scénariste. On dit souvent que la bande dessinée va très bien. Il me semble, en rencontrant quelques dessinateurs ou scénaristes, que ce n'est pas toujours le cas. Il me semble que le métier d'auteur devient de plus en plus difficile. Tu en penses quoi, toi? Bon, moi j'ai la chance d'être dans une boîte chez Dargaud et je suis bien rémunéré. Je suis correctement payé à chaque page. J'ai pas mal de copains qui font un métier à côté, qui font du dessin animé, à côté, qui bossent chez eux le soir sur leur BD, parce qu'ils sont chez un éditeur qui paye beaucoup moins. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un métier difficile. Hein. C'est un métier difficile, et sans vouloir me plaindre, mais tu me poses la question, c'est un métier de solitaire. Donc, de ma semaine, je vois pas grand monde. C'est un métier où je suis tout seul à ma table à dessin et quand j'ai des doutes sur mon travail, j'ai que mon chat à qui montrer mon travail dans la journée, et puis qu'est-ce que t'en penses? Voilà. C'est un métier dur, ouais. Dur parce que on est payé à la page, c'est pas un salaire régulier, quoi. Ça fait plus d'1 an que j'ai pas gagné de sous. J'ai gagné quelques euros en faisant une intervention dans l'école, et puis ouais, j'ai fait une intervention, une vidéo intervention. Voilà, j'ai dû gagner 600 euros au CAC en 1 an. Quand je vais livrer mes pages de BD chez Dargaud, je serai payé aux pages que je vais livrer, quoi. Mais c'est un métier difficile pour pas mal de copains, même s'ils font des albums à succès, même s'ils ont un nom en bande dessinée, c'est difficile financièrement tous les mois, quoi. Alors, la plupart du temps, les dessinateurs sont mariés avec une fonctionnaire. Moi, je vis avec une institutrice. J'ai pas mal de copains qui sont mariés avec des médecins ou institutrices, etc. Merci aux compagnes et aux compagnons. Ah, tout à fait, ouais. Ça peut leur rendre hommage. Ouais. Bon, bah, écoutez, merci. Est-ce que dans le public, vous avez des questions? Tout a été dit. Moi, Eric, je t'entendais parler tout à l'heure des couleurs sépia. Oui. Quelque chose qu'on a beaucoup entendu parler, notamment dans les critiques. Dans les critiques positives. Et tu en parlais comme si c'était un choix presque, je ne vais pas dire par hasard, mais comme si techniquement c'était plus pratique, etc. C'est curieux parce que moi, par exemple, j'ai vécu 1 an en Guyane. Et donc la luxuriance de la forêt, c'est énorme. Par définition, c'est luxuriant. Et je trouve que cette couleur sépia, elle est très très juste parce que en fait la forêt, elle est verte que sur les photos. Et par exemple, le ciel en Guyane, il est rarement bleu. Sur 1 an en Guyane, j'ai quasiment jamais vu le ciel bleu. Et ce ciel, il est comme ça, il est jaune. D'ailleurs, on le voit par rapport à la couleur des fleuves. Les fleuves, il est jaune, tout est sépia comme ça. Je trouve ça très très juste. Et ça, déjà, bravo. Et puis aussi, c'est un petit peu à l'image de la façon dont on dirait qu'est fait le livre. C'est-à-dire qu'à la limite, c'est un scénario simple, avec un dessin entre guillemets simple, un scénario entre guillemets simple. C'est vrai qu'on nous dit qu'il y a un scénariste. Parce que d'abord, on n'est pas dans des ressorts narratifs compliqués, avec des histoires à tiroir, etc. C'est pas le rat des pâquerettes, on est sur le grain de peau, quelque chose de... Et en même temps, donc, entre ces guillemets, c'est un petit peu à l'image aussi de, je l'ai vu sur une critique aussi très juste de ta BD, il se passe des choses entre les cases. Et il se passe des choses, mais nous on le perçoit. Ce sont des cases absentes, mais elles font partie de l'histoire et ce sont des cases aussi où tout est un petit peu comme ça. Et c'est ça qui est assez magnifique parce que l'histoire, on se l'approprie complètement. De ce point de vue-là, on ne nous impose pas un récit. Pas tout, c'est tout le monde à la limite. Il y a une histoire, j'allais dire, c'est presque. Il y a un côté presque christique chez Paco. Je trouve qu'il y a de la métaphysique aussi, quelque
part, c'est mais qu'est-ce que moi je ferais à sa place? Qu'est-ce que tu ferais? Bah, tu ferais comme ça, mon pote, là-dessus. Essayerais de survivre, voilà, et puis il faut remettre tes codes et tout ce en quoi tu croyais, finalement, si tu veux survivre, il faut tout écraser, il faut tout oublier, il faut tout recommencer. Et ça, c'est pas que c'est, je ne prends pas comme une leçon de vie, mais Paco, c'est un mec vachement attachant, il s'y attache énormément. Ah ouais, je m'y suis attaché, donc déjà, je sais pas comment je vais réagir à la fin de l'album, la fin du tome 2, c'est quitter un personnage, quitter un personnage à qui j'ai beaucoup donné, j'ai donné beaucoup de temps et on donne nos tripes, nos personnages de BD. Ah oui, ouais, ça me rend un peu triste de le quitter, c'est peut-être pour ça que je prends tout mon temps, hein. Mais bon. Et pour te répondre aussi pour la couleur, c'est vrai que j'ai peu vu que c'est le blanc Guyane. J'ai choisi le sépia pour un peu ce clin d'œil au magazine détective des années 30, on utilisait le sépia, mais c'est aussi, chacun imagine sa couleur, hein, qu'on oublie, quoi, qu'on oublie qui est le scénariste, qu'on rentre vraiment dans une histoire, voilà, c'est ce que je voulais. Les couleurs sont même pas rébarbatives. Je pensais au début que ça pouvait gêner un monochrome comme ça, mais en fait ça passe bien. Déjà ça adoucit l'histoire, tu vois. Mais comme tu disais très justement, quand on a refermé le bouquin et qu'on le reprend tous les jours après, on se souvient pas que c'était... Ouais. Et entre les deux cases aussi, c'est bien, c'est le travail du dessinateur, quand il fait le découpage, de s'amuser, parce que c'est vraiment un jeu très agréable de faire le découpage. Qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas? Qu'est-ce que le lecteur va comprendre avec des choses que je ne montre pas, quoi. Ça, c'est un bonheur, c'est s'amuser à faire l'équilibre dans une planche de bande dessinée. Je pourrais expliquer ça tout à l'heure, pour ceux qui s'intéressent, comment la construction d'une page, qui est une étape essentielle, après le découpage, et pendant le découpage, tout ce petit jeu que le dessinateur fait, qui se ressent à la lecture, mais qui est difficile à expliquer pour le lecteur. C'est prendre le lecteur par le col, gentiment, lit la planche de BD et tout doit couler de source. Mais justement, cette facilité, ce coup de source, ça demande un travail derrière très méticuleux pour que le lecteur puisse librement lire sa page sans être heurté par une case qu'il ne comprend pas. Et ça, c'est un bonheur de faire ça. Et après, après je fais le montage et puis hop, elle est terminée. Mais avant, il y a un travail un travail invisible. On appelle ça l'art invisible aussi. Je trouve que c'est très juste comme terme. Prendre le lecteur par les yeux et le faire lire la BD où je veux qu'il aille, avec des éléments forts, des éléments d'équilibre, le récitatif et des éléments forts sur chaque case, quoi. Ça, c'est un vrai plaisir. Voilà. On sent ce plaisir, on sent un plaisir de conteur chez toi, enfin, ouais, c'est quelque chose, on sent un plaisir de raconter. Et des fois, c'est pas le cas. Des fois, je vais dans mon atelier, je souffle, je suis là, encore une journée, je vais tout seul, ça va être bien. Alors, j'ai pris un jeune qui travaille chez moi, qui travaille sur ses propres dessins. Comme ça, je suis sûr de me lever tôt. Je sais qu'à 9h, 9h30, il arrive à la maison, donc je suis pas en train de traîner en pyjama. Et on bosse non-stop. Une petite pause le midi pour manger. 2 km, 3 km à pied autour de chez moi. Et on retourne au boulot pour pas être tout seul, parce que c'est la solitude en BD, c'est le cas de beaucoup de dessinateurs, c'est fatigant, c'est un peu triste. Et là, je suis content parce que je vais plus vite. Voilà, c'est très bien comme ça. Et comment tu travailles sur le deuxième tome? Est-ce que toi, tu as une pression par rapport au premier? Est-ce que tu as... parce qu'il y a une obligation de continuité, quoi, de s'écouter dans la société, etc., même au niveau du style, des traits, des couleurs. Mon trait, il évolue. Mon trait, il change. Entre la première page du tome 1 et puis ce que je fais aujourd'hui, mon dessin, il s'est un peu arrondi. J'ai des lunettes aussi, donc je vais plus dans la précision, parce qu'à un moment, j'ai bossé sans lunettes et je commençais à tout voir. Mon trait s'arrondit, quoi. Mais tranquillement, de la première page jusqu'à la dernière page du tome 2, il y aura une évolution. C'est mon trait qui s'est assuré. Oui, il y a une évolution, mais elle n'est pas radicale.
elle s'est faite tranquillement au gré des semaines, au gré des mois. Voilà. Et le lecteur le voit, parce qu'on en parle de temps en temps. Paco s'est affiné, son visage s'affine, mais ça m'arrange, parce que lui, il est fatigué, il a quelques années de bagne, il mange moins, il est plus fin, il a vieilli. Voilà, c'est comme ça, mon trait change, et puis j'espère vers le bon côté, quoi. J'ai eu un peu peur en un moment que ce soit trop radical, parce que j'y mets beaucoup de cœur à chaque fois, mais en fait ça se voit pas trop, parce que je teste autour de moi, voir si c'est flagrant, mais non, ça passe tranquillement. C'est une histoire qui s'étale sur des années. Voilà. La droite, effectivement. Voilà, ouais. Et bien c'est ça sur beaucoup d'albums de BD, hein, en regardant bien, la première page jusqu'à la dernière, le dessinateur évolue, et puis tant mieux, quoi. Et je suis ravi de mieux dessiner les mains, de mieux m'en sortir pour les yeux, parce que c'est toujours des... Voilà, c'est un combat perpétuel de m'améliorer, voilà. Ce qui est intéressant, c'est que le lecteur, lui, il prend ça comme ça, c'est tel que c'est, et qu'il se laisse happer, il ne voit pas toutes les difficultés qu'il y a derrière. Et tant mieux, ouais. Et tant mieux. Ouais, je souffrirai avec nous. Hein. Oui, il souffrirait. De la première à la dernière page, sans aucun problème. C'est un album qu'on ne referme pas entre les. Ah bah, tant mieux, ouais. Voilà. C'était pas tout le temps une partie de plaisir, mais j'en retire une grosse partie de plaisir quand même, parce que j'ai eu beaucoup de doutes et tout, comme beaucoup de gens qui créent des films, des romans, des histoires. Mais j'en suis plutôt fier et je suis très heureux d'avoir avec Fabien créé Paco. J'ai voulu parler des bagnards, mais je pensais pas que ce serait aussi bien dans le sens qu'il y aurait un si bon scénario et qu'on rendrait hommage comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de blogs, de sites, beaucoup de gens ont parlé du bagne. Et c'est ce que je voulais, c'est qu'on parle du bagne, qu'on fasse un peu plus attention à cette histoire de France. C'est ce pan d'histoire de France qu'on connaît très peu en fait. Et grâce à Paco, le mot bagne a été utilisé sur beaucoup de moteurs de recherche. Et là on est très fiers avec Fabien qu'on pense à tous ces bonhommes qui sont partis là-bas. Des crapus ou pas, hein, ou toutes sortes de gens, mais voilà, une pensée pour tous ces gars qu'on a envoyés à 7000 km de la France. Écoute, on va terminer là-dessus. Eric, merci à toi. Bah, toi aussi. Et puis, bah, écoute, ce qui n'empêche qu'on peut continuer à discuter entre nous, là. Hein, si tu veux dédicacer quelques albums, voilà. Bon, bah, je suis prêt. J'ai amené mes crayons, mes lunettes. On va te faire travailler un peu. Si quelqu'un veut une dédicace, parce que c'est bientôt Noël, je suis là. Voilà. En tout cas, merci pour les personnes qui ont écouté. Merci à vous.